L'histoire de la loge Saint-Jean de Jérusalem donne un excellent aperçu de l'histoire et de ce qu'est aujourd'hui le Grand Orient de France. On voit vraiment à travers la loge Saint-Jean de Jérusalem, qui évolue d'une loge plutôt aristocratique, puis ensuite plutôt, on va dire, je dirais pas cléricale, mais voilà, et enfin qui devient une loge vraiment engagée dans le projet républicain de manière très forte. Et c'est vraiment très intéressant de voir, à travers cet exemple-là, d'avoir vraiment un aperçu de ce qu'a été, de ce qu'est encore aujourd'hui la franc-maçonnerie française, qui est vraiment engagée dans le projet républicain, qui utilise toujours les mêmes méthodes, le même fonctionnement, c'est-à-dire un fonctionnement initiatique, qui exprime toujours une véritable solidarité aussi bien envers ses membres qu'envers le monde externe. Le Grand Orient a une fondation reconnue d'utilité publique et qui ne fait pas assez de communication d'ailleurs et qui devrait plus s'exprimer au dehors pour montrer toutes les actions qu'elle fait, donc de solidarité, et qui continue également évidemment à s'engager dans la cité avec toujours, comme je le disais, la même méthode, c'est-à-dire des règles précises que nous respectons, qui permettent cette transmission et en même temps cet échange d'idées qui est très important pour permettre d'avancer sur des sujets qui sont encore... La République n'est pas encore achevée, elle est loin d'être aboutie, il y a encore de nombreux sujets à améliorer dans notre société, bien sûr, et donc le Grand Orient de France essaye d'y prendre sa part, en toute humilité, mais essaye d'y prendre sa part pleinement. L'arrivée de la franc-maçonnerie en Lorraine est étroitement liée aux guerres fratricides anglaises, parce que c'est à partir de ce moment qu'ils arrivent tous sur la France. Ils vont monter des loges en Lorraine, des loges jacobites de francs-maçons, mais tous ces francs-maçons qui arrivent en Lorraine ne peuvent pas créer des loges maçonniques parce que la Lorraine est un duché, donc un État indépendant très catholique. Avec la Lorraine ducale, on a une Lorraine dans laquelle la bulle de 1738 de Clément XII, qui interdit la franc-maçonnerie, c'est un territoire dans lequel cette bulle s'applique immédiatement. Alors qu'en France, et la France c'est aussi Metz à l'époque, il va y avoir une possibilité de s'exonérer de cette bulle avec l'esprit gallican, comme on disait à l'époque. Dans les années 1730, des éléments maçonniques existent à Metz. Et cette loge ancienne, qui s'appellera plus tard loge Saint-Étienne, a connu une activité très importante. On va avoir immédiatement une éclosion maçonnique à Metz, ce qui paraît assez évident, tandis qu'en Lorraine, il semble qu'il y a un mouvement de retard. Pourtant, elle va apparaître en 1737. Petit à petit, cette idée de créer une loge maçonnique à Lunéville, loge de cour, mûrit. Et mûrit très vite, puisqu'en 1737, en octobre 1737, on voit que cette loge existe.
Et au-delà même, je dirais, de la perspective de l'histoire maçonnique, c'est un des mystères de l'histoire française du XVIIIe siècle, c'est comment cette sociabilité à l'origine importée d'Angleterre va connaître une si grande diffusion en France et en Europe, il faut le dire, parce que le phénomène est un peu le même en Allemagne, en Italie, alors peut-être moins important, mais il y a vraiment une diffusion de la maçonnerie, un peu comme une traînée de poudre entre 1730 et les années 1760. Le roi Stanislas, qui a donc bénéficié de cette sorte de viager qu'on lui confie, là, comme duc de Lorraine, quand il s'installe en 1736, il est déjà entouré de gens qui sont prédisposés à la franc-maçonnerie. C'était pratiquement que des militaires qui venaient, hein, habillés avec leurs beaux habits, rutilants, et qui devaient faire tourner la tête à toutes ces belles dames de la cour de Lunéville. La plupart de ces unités militaires étaient dotées d'une loge maçonnique, voire parfois de deux, une pour les officiers, une pour les bas officiers. Et alors, ces loges militaires, leurs membres ont régulièrement visité les loges dites civiles, les ont alimentées aussi. Parfois, ce sont les loges civiles qui ont aidé les loges militaires à se redévelopper lorsqu'elles étaient en difficulté. Parfois, c'était le contraire. À partir de 1750, il y a des loges dans les grandes, moyennes et petites villes en France, et la maçonnerie s'est beaucoup diffusée. À partir de la mort de Stanislas, la Lorraine devient entièrement française, les lois françaises s'appliquent, la bulle n'est donc plus d'actualité. On peut recenser plus de 70 religieux dans les loges de Lorraine, ce qui fait un nombre certainement bien plus important que dans les autres régions françaises à l'époque. Et donc, à ce moment-là, il va y avoir un véritable foisonnement dans les loges, dont une bonne moitié, pour les religieux réguliers, une bonne moitié de bénédictins. Donc on avait à peu près 30-35 bénédictins à eux tout seuls. Et les bénédictins sont certainement les plus engagés, donc des religieux très ouverts sur leur temps, abonnés aux revues, qui jouent au billard, qui fument, qui boivent, bref, des religieux qui vivent les Lumières et qui, du coup, intègrent toutes les Lumières, y compris la maçonnerie chez eux, au point de voir à Saint-Avold d'abord la loge se réunir dans l'abbaye, présidée par le père abbé, et ensuite de cette loge de Saint-Avold va essaimer une deuxième loge à Bouzonville, qui sera également une loge de moines. On sait qu'à Lunéville, on avait par exemple une Vierge Marie sur le mur du fond, on avait tout le matériel pour pratiquer la scène dans l'église, et quelques années plus tard, on a des prêtres qui, à l'hôpital de Lunéville, dans la chapelle, organisent une messe maçonnique. On a 5 ou 6 curés dans cette loge de Lunéville vers 1770, et ça continuera jusqu'à la Révolution qui mettra un coup d'arrêt, puisque après, la Révolution bien sûr disperse tout ce monde, et au XIXe siècle, on ne retrouvera plus jamais ça. En France, la multiplication des loges pose le problème de leur organisation. À partir de 1735, il y a une sorte de grande loge, en tout cas qui se présente comme telle à Paris, mais elle a beaucoup de mal à établir son autorité sur les loges du royaume, mais ça va créer des tas de difficultés, d'où des réformes de cette première grande loge dans les années 1740, dans les années 1750, dans les années 1760, mais toujours en vain. Elle n'arrive pas à affirmer son autorité sur la maçonnerie en France, et ce qui va finalement réussir à créer une structure nationale, c'est une Xème réforme de la Grande Loge au début des années 1770, donc exactement quand se crée Saint-Jean de Jérusalem, où la Grande Loge va se transformer en Grand Orient de France, et le Grand Orient de France est le premier modèle de l'obédience moderne. La réforme ne pourra être mise en place qu'en 1773, avec ce principe de l'élection et de la représentation.
La franc-maçonnerie va s'installer tardivement en Lorraine. Il faut en effet attendre 1762 pour voir une loge s'installer à l'Orient de Nancy. C'est le baron de Toussaint, un jeune baron de 19 ans et demi, qui va installer cette loge à Nancy. Elle aura une existence assez éphémère, puisqu'elle va disparaître quand le baron Jean-Félix Toussaint de Toussaint va l'installer à Paris. Dans ce processus important des années 1770 qui voit la formation du Grand Orient de France, qui va réussir enfin à fédérer l'ensemble de la maçonnerie française, il y a des Lorrains, et il y a notamment un Lorrain très important, qui est Jean-Félix de Toussaint, qui est le premier secrétaire général du Grand Orient. Et il a été initié à Nancy. Il va mettre en place finalement la première organisation du Grand Orient naissant. Mais donc la création de Saint-Jean de Jérusalem se situe dans cette ambiance de projets, de réformes, d'effervescence maçonnique. En 1772, une autre loge va s'installer à l'Orient de Nancy. C'est la loge Saint-Jean de Jérusalem. Elle tient sa première tenue le 9 janvier 1772. Cette loge va traverser les siècles. Elle va être composée, comme souvent à l'époque, d'aristocrates, de grands bourgeois, de commis de l'État, mais aussi elle recrute également dans les milieux artisans, commerçants. Qui sont ces francs-maçons en Lorraine au XVIIIe? Première surprise, c'est leur âge. Quand on sait qu'actuellement, au Grand Orient, il y a beaucoup de matière grise, mais il y a aussi pas mal de têtes grises, à l'époque, l'âge moyen, je l'ai calculé sur 3 loges où c'était disponible, on avait la date de naissance, l'âge moyen des francs-maçons est 25, 26, 27 ans. Donc je dis bien l'âge moyen. Ça veut dire que sur un effectif étudié, on a beaucoup de très jeunes maçons qui ont 20 ans, 21 ans, 22 ans. La période des années 1780, où là on a l'apparition de très nombreuses loges. On en comptera la Révolution 22, dans 17 orients différents sur toute la Lorraine. Une douzaine vont être créées dans les 5 années précédant la Révolution. Donc ce sont des loges jeunes, mais disons qu'on passe dans vraiment une véritable éclosion de la franc-maçonnerie en Lorraine. Les loges sont assez petites, il y a à peu près 25 membres en moyenne, avec un turnover très important. C'est-à-dire que souvent, sur une période d'une dizaine d'années, la loge double d'effectifs et diminue d'autant, c'est-à-dire qu'il y a autant d'entrées que de sorties. Donc, on ne peut pas dire qu'on est vraiment un effectif fixe. Les loges sont des lieux souvent de passage. 42% de membres de l'administration, de la justice et de la santé, donc des membres des corps royaux, 28% de militaires, donc c'est tout à fait normal parce qu'on est dans des villes de garnison, donc il y a des militaires qui participent et qui souvent s'affilient aux loges quand ils restent plusieurs années. Et puis, très peu quelques marchands, voilà. Alors quelques caractéristiques, Saint-Jean de Jérusalem, Nancy, qui elle est une loge majoritairement qu'on pourrait qualifier du tiers-état, puisqu'on a là à peu près, on va dire presque 70% de marchands, de négociants et, chose extrêmement rare, d'artisans. Un quart de l'effectif, ce sont des artisans qu'on ne trouve dans aucune autre loge en Lorraine. Dans les loges, on se refuse à toute discussion dogmatique, toute discussion politique, toute discussion religieuse, sous peine d'amende. Ce qu'on fait dans les loges, eh bien, on fait du rituel, on commente parfois un livre de morale, et c'est quasiment tout. Et puis après, il y a le banquet, et puis on chante beaucoup. Pendant la Révolution, on va chasser un peu le franc-maçon, on va considérer les loges vont toutes être fermées parce qu'on va considérer que c'est un repère d'aristocrates.
D'ailleurs, beaucoup de frères aristocrates vont émigrer. Alors on ne peut pas dire que la maçonnerie a fait la révolution, en revanche, elle a formé, pour prendre un anachronisme qu'on pourrait appeler les classes moyennes ou les classes moyennes supérieures françaises, à un nouveau rapport à l'espace public. Si on vote dans sa loge, pourquoi on ne voterait pas dans la ville? Si on vote dans la ville, pourquoi on ne voterait pas dans l'État? Et donc, les classes moyennes françaises s'accoutument à un nouveau rapport à l'espace public, un rapport collégial, un rapport électif. Où est-ce qu'on apprend au siècle des Lumières à faire des comptes rendus, à organiser une réunion, à élire des responsables? Eh bien, dans les loges maçonniques. Le Grand Orient a été une sorte d'école du soir de la démocratie dans les années 1770-1780. Le général Bonaparte, de retour de la campagne d'Italie, nous sommes en 1797, fait escale à Nancy. C'est un fait avéré, les journaux s'en font l'écho, et il va être reçu par les frères de la loge Saint-Jean de Jérusalem dans les locaux maçonniques. Il le sera avec toute la cérémonie habituelle, maillet battant, voûte d'acier, alors qu'il n'est pas franc-maçon. Mais ce qu'on peut retenir de ce passage de Bonaparte à la loge de Nancy, c'est que ça va fouetter au sang les frères de la loge, une loge qui va redevenir active. On sait que les loges, en période révolutionnaire ou après, sont un peu en sommeil. Certaines ont même disparu. Mais là, la loge va redevenir active jusqu'au début de l'Empire. Sous l'Empire, on assiste à un bourgeonnement de loges. De nombreuses loges sont créées. Dans divers orients, ça n'est pas le cas sur l'Orient de Nancy. Saint-Jean de Jérusalem va rester la seule loge en activité. En 1801, la loge va initier un général d'Empire. C'est le général Michel Ney, futur duc d'Elchingen, futur prince de la Moskva, futur maréchal d'Empire. Un général qu'on ne reverra jamais sur les colonnes, il est en campagne permanente. Après la Révolution, qui est une faille dans l'histoire maçonnique, puisque on sait que l'écrasante majorité des loges se sont mises en sommeil au plus tard, au tout début des années 1790, la maçonnerie renaît à Metz au début de l'Empire, au mieux sous le consulat. L'Empire, c'est une période, alors là, la période, je vais faire un mauvais jeu de mots, l'Empire est la période royale pour la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est un des piliers du régime. À partir de 1804-1805, les loges se réveillent, 6 ou 7, mais beaucoup se créent. Et on arrive à un effectif, à la fin de l'Empire, on n'est pas loin de 20 loges. La franc-maçonnerie s'est reconstituée. Et c'est une franc-maçonnerie particulière, puisque c'est vraiment la rencontre de tous les gens qui comptent dans le régime napoléonien. On va retrouver les préfets, les sous-préfets, les maires, les adjoints, les notables du lieu. À partir de 1815, on a deux France. La France qui pense que les problèmes ont commencé le 14 juillet 1789, une France catholique, souvent royaliste et conservatrice, et en face, une France qui pense qu'on ne peut pas revenir avant 89, que la Révolution est un temps fondateur, et cette France libérale, républicaine et démocrate socialiste, elle va s'appuyer sur la franc-maçonnerie. Et c'est donc toute l'histoire du XIXe siècle, c'est le choc entre ces deux plaques tectoniques de la société française. Les maçons, d'ailleurs, entre 1815 et les débuts de la Troisième République, vont passer d'un libéralisme philosophique sincère, mais un peu platonique,
un militantisme laïque actif au début de la Troisième République. À la chute de l'Empire, on assiste à la restauration de la monarchie française. Michel Ney, qui était pair de France, qui avait été chargé d'arrêter Napoléon dans sa chevauchée des 100 jours, et qui va prendre parti pour lui, va être condamné à mort et fusillé. La loge, pour se protéger, va élire à ce moment-là un vénérable monarchiste. C'est le frère Sansonetti. C'est une façon qu'ont les loges de se protéger des régimes en place. Et elle a un intérêt particulier à se protéger parce que déjà à cette époque de restauration monarchique, on a des tendances républicaines affirmées dans la loge Saint-Jean de Jérusalem. Ces tendances républicaines vont se concrétiser dans la loge Saint-Jean de Jérusalem par ce qu'on pourrait qualifier d'anecdote, mais c'est plus qu'une anecdote. La loge va refuser, au cours de son banquet d'ordre, de tirer les sentiers à l'empereur. Et bien entendu, le régime va en être informé, et Napoléon III va demander au Grand Orient de France de prendre une sanction contre la loge. C'est ce que faisait Napoléon à l'époque de l'Empire. La loge va donc faire l'objet, par le Grand Orient lui-même, d'une suspension de quelques mois. Concernant les départements des Vosges, sur une période 1830 à peu près, 1860, on n'a absolument plus aucune loge qui fonctionne. Et la décennie libérale, c'est ce qu'on appelle la décennie libérale de l'Empire, donc 1860-1870, est vraiment marquée par une éclosion de 5 loges dans le département. 1869 Château, et puis assez progressivement Épinal, Mirecourt, Saint-Dié et Remiremont. Et là on a quelque chose qui est assez remarquable, c'est-à-dire que dans d'autres départements lorrains, on a très peu de loges en activité, et là, en moins de 10 ans, 5 ateliers du Grand Orient de France fonctionnent. À l'issue de la guerre de 1870 et au terme du traité de Francfort, les Alsaciens mosellans sont invités soit à opter pour l'Allemagne, ils deviennent donc sujets allemands, soit à rester français, mais dans ce cas, ils doivent passer la frontière. Et c'est ainsi que des milliers d'Alsaciens mosellans vont émigrer. Sur Nancy, on aura 8000 Alsaciens mosellans qui vont même se sédentariser. Et on imagine bien que les francs-maçons, dans cette population qui vont rejoindre la loge Saint-Jean de Jérusalem, vont imprimer à la loge une coloration assez réactionnaire. En tout cas, on ne parle dans la loge, jusqu'à la fin du siècle, que de revanche. Et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser la plaine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. Il faut savoir que pour les Allemands, cette annexion était définitive, puisqu'il y avait ce traité de Francfort, et même vis-à-vis de la communauté internationale, ces territoires-là étaient consacrés à l'Allemagne. Beaucoup de frères allemands espéraient très vite installer une vie maçonnique à Metz. Chose faite, puisque en 1872, ils ont donc créé cet atelier zum Tempel des Friedens. Alors, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas de français en fait dans cet atelier.
Et là, il y a tout de suite eu un problème, un gros problème, un grave problème même, entre le Grand Orient de France et les obédiences allemandes. À Metz, nous pouvions être qu'allemands. Et donc forcément aussi, les Français étaient très hostiles à la création d'une loge, allemande. Donc ce qui s'est passé, c'est que donc il y avait eu très peu de mélange franco-allemand au départ. Et ça a duré très longtemps, puisque cet atelier a travaillé pendant toute la durée de l'annexion jusqu'en 19. On sent toute la rancœur des Français en général, mais des maçons en particulier, face à une Allemagne conquérante et surtout à des loges allemandes qui vont s'implanter en territoire occupé. En 1894, la loge va subir un véritable séisme. C'est l'arrivée de Charles Bernardin. Charles Bernardin qui est un jeune maçon initié en 1892 à Épinal, qui rejoint la loge en 1894 et qui va impulser à la loge une orientation non seulement républicaine, mais carrément radicale. Dès 1897, Charles Bernardin va trouver à s'illustrer, notamment avec le début de l'affaire Dreyfus. Et là, on va avoir une scission très très claire entre toute une frange de la maçonnerie qui se définit comme progressiste, au fond des républicains qui sont les héritiers de l'ensemble de la politique des gouvernements opportunistes de Ferry par exemple, et puis des radicaux qui demandent aussi une transformation sociale de la société. Et là, cette césure, elle est très nette dans les années 1890, et elle va prendre va être exacerbée par la question de l'affaire Dreyfus, où on voit vraiment les loges qui se scindent. Épinal, il y a une crise qui est très forte. C'est à cette époque qu'on voit qu'il y a des traces d'antisémitisme. En 97, la loge est traversée quand même par une manifestation qu'on pourrait qualifier d'antisémite. La loge va refuser l'initiation d'un profane israélite. Bernardin, on le connaît, le fougueux Bernardin, va démissionner avec fracas, avec d'ailleurs le vénérable de la loge, l'orateur, mais rapidement, ils seront de retour dans la loge et ils vont impulser une ligne de défense du capitaine Dreyfus jusqu'à sa réhabilitation. Et Charles Bernardin va être, notamment, l'un des 12 premiers signataires de la pétition en faveur de Zola, avec un jeune avocat de l'époque, Jean Grillon, qui sera initié plus tard à la loge Saint-Jean de Jérusalem. Il va, avec Émile Gallet et Charles Keller, s'engager dans la constitution de la Ligue des droits de l'homme. Il sera lui-même, en tant que radical, il va être président de la Fédération républicaine et il va créer lui-même des sections de la Ligue des droits de l'homme, notamment une à Pont-à-Mousson. Et donc, dans ce processus du XIXe siècle, qui va voir s'opposer les conservateurs soutenus par l'Église catholique aux progressistes soutenus par la franc-maçonnerie, qui va aboutir à la création de la Troisième République, en 1896, c'est une sorte de sommet avec le gouvernement Léon Bourgeois, qui est le premier gouvernement radical de la Troisième République. Avant, c'était des gouvernements républicains, mais plutôt républicains modérés. Et ce gouvernement radical, que l'opinion appelle d'ailleurs le gouvernement des loges, puisque sur 11 ministres, il y a 7 maçons, et des maçons actifs. Par exemple, Paul Demer est à la fois ministre des Finances et secrétaire général du Grand Orient de France. Donc là, c'est pas secret, hein, c'est vraiment une présence assumée et revendiquée même. Et ce gouvernement Léon Bourgeois, c'est lui qui va poser les bases, finalement, d'un État qui se préoccupe de ses citoyens. On pourrait dire d'un État social.
c'est un peu le Front populaire un demi-siècle avant. Les premières retraites ouvrières, les premières lois sur les assurances pour les accidents du travail, mais aussi, alors on parle des lois laïques pour l'école et on a bien raison, mais on oublie le travail pour créer des établissements d'enseignement pour les filles. Nancy, en 1901, n'a pas de lycée de filles. C'est le cas de 62 villes en France. Sur proposition d'un conseiller municipal de Nancy, dès 1892, on va s'attacher à développer l'idée qu'il faut construire un lycée de filles à Nancy. Et là encore, Charles Bernardin et la loge de Nancy, la loge Saint-Jean de Jérusalem, vont s'illustrer dans le combat qui va opposer, un combat terrible, à droite et extrême droite coalisée, à la loge, qui finira par obtenir en 1901 la création de ce lycée. Le lycée ouvre ses portes en 1901 et il est connu aujourd'hui sous le nom de lycée Jeanne d'Arc. Charles Bernardin, au début du siècle, est juge de paix à Pont-à-Mousson. Dans la salle de justice, on trouve accroché au mur, comme c'est le cas partout en France, un crucifix. Et Charles Bernardin, avec son langage fleuri d'ailleurs, dit qu'il ne supporte pas qu'un crucifix soit placé derrière son dos quand il rend la justice. Il va donc décrocher ce crucifix et le remplacer par un buste de Marianne. Et cette action qui aurait pu rester isolée et pas très connue, va entraîner la colère des catholiques de Pont-à-Mousson, puis de Nancy, et ça va devenir une affaire nationale. On va donc voir la loge, sous sa férule, c'est très clair, décider de s'adresser au président du Conseil, enfin au gouvernement, pour demander l'enlèvement des crucifix dans toutes les salles où on rend la justice. Et ça se concrétise assez rapidement par une disposition réglementaire. Les crucifix n'ont plus leur place dans les salles où on rend la justice. En 1905, on va signer une loi fondamentale, c'est la loi de séparation des églises et de l'État. Et l'une des dispositions de cette loi, les inventaires, a pour objet de dresser un état des lieux des biens de l'Église pour les mettre à disposition d'associations dites cultuelles, mais lesquelles ne sont pas placées directement sous l'autorité de la hiérarchie catholique. Bien entendu, cela va entraîner des réactions très vives, il y aura même mort d'homme. Ça va entraîner des réactions très vives dans certaines régions, je pense à la Bretagne qui est très catholique, mais aussi à Nancy précisément, qui est une ville fortement imprégnée de catholicisme. En février 1906, on va procéder à l'inventaire de la cathédrale de Nancy. L'évêque Turinas, qui est un évêque de choc, va mobiliser ses troupes et il va s'opposer, avec succès d'ailleurs, à cet inventaire. Il faudra donc attendre le 13 mars 1906 pour voir les autorités républicaines procéder à cet inventaire, en s'appuyant d'ailleurs sur un dispositif policier et militaire. Les opérations vont donc être menées et de jeunes catholiques vont se diriger vers le locaux maçonnique. À la tête de leur cortège d'ailleurs, on trouve 2 dames de la bonne société et 2 prêtres. Ils vont se rendre au local des maçons de Nancy et elles vont le mettre à sac.
Ils vont jusqu'à briser la porte avec une hache de charpentier. On pense donc que ce mouvement n'a pas été totalement spontané. Charles Bernardin, bien sûr, va porter plainte. À cette occasion, on a subtilisé des décors, on a volé des tableaux de loge, on a renversé le calorifère, on a fait des dégâts. Et Charles Bernardin va donc porter plainte au nom de la loge devant les tribunaux civils. Et cette affaire va se solder quelques semaines plus tard par des condamnations un peu symboliques. La condamnation d'un curé, la condamnation de ces 2 dames de la bonne société et 3 jeunes représentants de la jeunesse catholique de Nancy. Ils seront condamnés à de la prison avec sursis. En 1904, Charles Bernardin va s'affilier à la loge allemande de Metz, la loge Zum Tempel des Friedens. Il le fait bien sûr dans le plus grand secret. Il aurait été complètement vilipendé par les frères de la loge, qui sont toujours sur le coup, impulsés par les optants de la loge. On y parle essentiellement de revanche. Il va donc s'affilier à cette loge. Et les mois passant, il va même organiser, avec un vénérable allemand d'ailleurs, une rencontre à la Schlourte. On est en 1907, vont se rencontrer à la frontière de l'époque, des francs-maçons allemands, des francs-maçons belges, luxembourgeois, suisses et français bien sûr. Et cette rencontre va avoir un effet considérable. Les francs-maçons, à cette occasion, vont jurer, c'est un peu le serment du jeu de paume, ils vont s'engager à se revoir tous les ans pour renouveler un serment qu'ils vont prendre ce jour-là pour réaffirmer la fraternité maçonnique entre non seulement la maçonnerie française et allemande, mais la franc-maçonnerie universelle. Jusqu'aux années 1920, en fait, le syndicalisme enseignant est interdit. En 1884, c'est la loi qui autorise les syndicats, mais sont exclus les fonctionnaires, donc les enseignants. Donc les enseignants ne se regroupent qu'en amicales. Et à partir de 1919-1920, on voit ces amicales qui explosent à l'échelle nationale et qui se reconstituent, et notamment se reconstituent des sections départementales du syndicat national des instituteurs et institutrices de l'enseignement public de France. Et immédiatement, dès la constitution de ce syndicat, en tout cas à l'échelle départementale, on voit des frères très actifs, alors en particulier dans la région de Saint-Dié, parce que le berceau du syndicalisme dans le département des Vosges, c'est la région de Saint-Dié. Et on voit Petit Colas, qui est frère de la loge La Renaissance vosgienne, qui va devenir la loge Jules Ferry en 1924, qui va changer de titulature, prendre la tête du syndicat et qui va littéralement le porter sur les fonds baptismaux, mais surtout en faire le principal interlocuteur de l'administration dans la gestion en fait des carrières des enseignants. Et ce rôle des maçons dans le syndicalisme, il va perdurer jusqu'aux années 1980. C'est-à-dire qu'on a une séquence de 60 ans où une grande partie des responsables syndicaux sont issus des loges. Alors on va avoir une bascule à partir des années 1930 sur Épinal, c'est-à-dire que en gros,
Saint-Dié et Épinal vont continuer d'initier de très nombreux enseignants. On estime par exemple qu'en 1940, il y a 200 frères vosgiens. Si on regarde l'étagère des 4 loges du département, on a un tiers d'enseignants. Mais vous tous, maçons, vous poussez à la guerre pour que ce pays soit gouverné par vos lois, par les juifs et la maçonnerie surtout. Le peuple français ne se battra pas pour défendre une idéologie fumeuse, un régime ignoble, une république pourrie. Les archives de la loge Saint-Jean de Jérusalem vont en partie disparaître, elles seront dispersées, elles seront détruites, et notamment la bibliothèque de la loge va disparaître dans des circonstances qui ne nous sont pas connues très précisément. Ils ont pu examiner les insignes et les objets, les fantaisies macabres qui servaient aux initiations et aux réunions de cette société secrète, dont le sens s'était perverti et que l'État français a désormais interdite en raison des maux qu'elle a causés au pays. Une sœur du droit humain à Nancy, sœur de la loge Paix Humanité, apprend que le Secours national, placé sous l'autorité de Pétain, va occuper les locaux. Elle va donc immédiatement s'ingénier à faire soustraire aux yeux de l'occupant les décors du temple. Les allégories, certes, mais aussi les vitraux, des vitraux qui sont quand même importants, vitraux qui sont faits par Paul Nicolas de l'école de Nancy, c'est un maître verrier de Galais, ainsi que le plafond qui est l'œuvre de Martignon et de Maclot. Et elle va le faire par des ouvriers qui vont le recouvrir d'un enduit à l'eau, ce qui permettra de les retrouver après-guerre. J'ai l'honneur et la joie de vous annoncer la libération de la capitale de la Lorraine. Bleu, blanc, rouge avec l'espoir et la fleurie, c'est une fleur de Paris. C'est une fleur de Paris. Vive Paris qui sourit, car c'est la fleur du retour. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, l'activité maçonnique va reprendre progressivement en France. Dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Bleu, blanc, rouge avec les... Une vieille loge, Messine, les Amis de la Vérité, va reprendre force et vigueur. En mars 1951, les Amis de la Vérité ont pu finalement être rallumés. Là, les frères de Nancy, de Saint-Jean de Jérusalem, ont joué un rôle essentiel parce qu'ils ont supporté les frères à Metz pour mettre en œuvre ce projet de rallumage des feux des Amis de la Vérité. Debout, mes frères, lève en main. Saint-Jean de Jérusalem va reprendre ses travaux. Et ce qui est remarquable, c'est que, encore à cette époque, on va retrouver ces fameuses tendances républicaines, voire socialisantes.
Je pense notamment à 1961, où la loge, on le retrouve dans les tracés, va prendre fait et cause pour la révolution algérienne. Elle considère qu'il s'agit d'une guerre d'indépendance, qu'il s'agit du problème de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce qui est assez progressiste à l'époque, puisque ça ne fait pas l'unanimité en France, bien sûr. Et puis on verra la loge se mobiliser sur plusieurs projets de loi. On peut citer ici, par exemple, la loi Neuwirth, autorisant l'utilisation de la pilule contraceptive pour les femmes. On pense ici aussi, bien sûr, à la loi Veil, qui est la loi qui va permettre l'avortement légal en France. Et puis, un peu plus tard, plus près de nous, on peut citer, par exemple, le mariage pour tous. La loge est, à nouveau, sur des positions progressistes. C'est très marquant de voir à quel point les enseignants sont devenus minoritaires au sein des ateliers. Entre 1930 et 1980, ils représentent à Épinal ou à Saint-Dié, ils représentent 40% des effectifs. Mais c'est fini. Donc, on a vraiment une séquence 1920-1980 qui se clôt là, au mi-temps des années 80 et qui ne s'est pas réouverte depuis. C'est-à-dire que la question scolaire, au fond, c'est plus vraiment un sujet. En tout cas, elle n'est plus traitée en tant que telle. Très très clairement, les francs-maçons, en tout cas chez ces instituteurs, se posent la question de savoir si le Grand Orient s'intéresse encore à l'école. Il s'intéresse à la laïcité à l'école, à la limite. Mais il ne s'interroge jamais sur le système scolaire. La loge Saint-Jean de Jérusalem, qui a été pendant plus d'un siècle seule à l'Orient de Nancy, va voir la naissance d'une nouvelle loge, la loge Edmond About. Il faut rappeler que Edmond About a été initié dans la loge Saint-Jean de Jérusalem. C'est en 1951 qu'on va allumer les feux de la loge Edmond About. Et puis on verra apparaître sur l'Orient de Nancy différentes loges. Et en 1994 va apparaître sur l'Orient de Nancy une loge La Vraie Lumière qui va se placer sous l'obédience du Grand Orient de France, certes, mais qui va travailler au rite écossais. Dès l'origine, la franc-maçonnerie a interdit l'accès aux loges aux femmes. Il faudra attendre le début du XXe siècle pour avoir une première tentative et attendre 2010 pour que le Grand Orient de France autorise enfin ces loges à passer à la mixité si elles le souhaitent. Il s'agit d'une décision de la loge. En 2012, l'Orient de Nancy va s'enrichir d'une nouvelle loge, la loge Sirius et Vega, qui est donc la première loge mixte qui s'installera à l'Orient de Nancy. Et puis, en 2014, suivra la loge Saint-Jean de Jérusalem, qui est la loge qui, pour l'instant, la seule loge qui est passée par un vote, par une décision interne, à la mixité. Pour l'anecdote, en 2021, l'ambassade de France de Berlin va nous contacter pour nous informer que des chercheurs de la Landesbibliothek de Berlin ont trouvé un volume qui appartenait à la loge Saint-Jean de Jérusalem.
Elle nous propose à ce moment-là d'identifier l'ouvrage et elle nous demande si nous avons l'intention de le récupérer, ce que nous allons bien sûr immédiatement accepter, et ça va faire l'objet d'une belle cérémonie de restitution à l'ambassade de Berlin. Il y a 80 ans, la loge Saint-Jean de Jérusalem de Nancy a été pillée, saccagée, puis réquisitionnée jusqu'à la fin de la guerre par les troupes d'occupation allemandes. Ce pillage s'inscrivait alors dans la politique de persécution systématique dont ont été victimes les loges maçonniques. Cette occasion apparaît surtout comme le symbole des relations très particulières que la loge Saint-Jean de Jérusalem noue depuis longtemps avec l'Allemagne et le peuple allemand. Nous pouvons en effet considérer aujourd'hui que nous prolongeons l'œuvre de Charles Bernardin, un de mes plus illustres prédécesseurs vénérables, qui fut un militant infatigable d'une nouvelle entente franco-allemande dès la fin de la guerre de 1870. Ce qui est admirable dans la loge Saint-Jean de Jérusalem, c'est bien sûr qu'elle a été créée avant la Révolution, qu'elle a été créée avant le Grand Orient, mais qu'elle a eu ce fonctionnement continu pendant toutes ces années, qu'elle ait d'ailleurs gardé son nom en dépit d'une évolution idéologique très forte. Il y a beaucoup de loges qui ont changé leur nom sous la Troisième République. Mars et les Arts devient le Progrès. Voilà, un certain nombre de loges qui avaient des noms d'autrefois, à l'époque du positivisme et du combat républicain, on trouvait que ces noms étaient un peu désuets et ont changé leur nom, donc ce n'était pas le cas de Saint-Jean de Jérusalem. Et Saint-Jean de Jérusalem, outre cette caractéristique, c'est vraiment ce qu'on aurait appelé au XVIIIe siècle la métropole loge pour la Lorraine, c'est-à-dire qu'elle a joué un grand rôle, elle est vraiment une institution, non seulement à Nancy, mais en Lorraine. La franc-maçonnerie, au-delà de cette agrégation de ces traditions anciennes, c'est aussi un lieu de solidarité. Et pourquoi je parle tout de suite de solidarité? Parce que dans les traditions que la franc-maçonnerie utilise, il y a évidemment celle des bâtisseurs de cathédrales. Le nom franc-maçon même le montre bien. Et une des raisons principales de ces sociétés de bâtisseurs, c'était la solidarité. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de choses comme ça. Et donc, ces sociétés s'étaient constituées, en fait, pour pouvoir, entre autres, outre la transmission du savoir, la transmission de la connaissance pour du savoir-faire, mais également pour venir en aide à ceux qui traversaient des moments difficiles. Et cette solidarité, elle sous-tend tout le projet, toute l'idée maçonnique, finalement. La solidarité, bien au-delà de la solidarité entre personnes d'une même société, comme les bâtisseurs, mais d'une solidarité de toute la société, et qui prône donc évidemment l'égalité des droits pour tous. C'est aussi la liberté de conscience, c'est-à-dire quelle que soit l'option spirituelle, religieuse, philosophique, évidemment l'égalité entre les hommes et les femmes, en fait l'égalité des droits.